Le combattant préféré de ton analyste préféré est de retour. C'est une Cory Sandhagen Fight Week, les copains. Ce samedi, il croise le fer avec l'ancien champion Bantamweight Deiveson Figueiredo et on va se régaler. De plus, ce combat clôture une chouette fight card dont on parlera également. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. On commence avec le main event, Cory Sandhagen contre Deiveson Figueiredo. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Je fais gaffe à ce que tu réponds. Non, j'ai Je veux dire opposition, l'opposition de style, mais pas sur la manière de striker, tu vois. Ce qui va m'intéresser, c'est volume contre puissance de frappe. Exact. Ouais, exact. J'avais noté la même chose. Bon, moi, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je suis hypé. Hein. Cory est encore et toujours mon combattant préféré. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'introspection de Cory. Il est très intelligent, donc on sait qu'il va faire les ajustements si c'est nécessaire. Et ici, il sait qu'il doit gagner au volume. La dernière fois qu'il a affronté un cogneur à faible volume, c'était Marlon Vera. Il a géré de ouf, mais il y a un juge aveugle qui voyait Marlon Vera l'emporter. Alors même si tout le monde a insulté ce juge, ça reste une alerte. J'ai quand même hâte de voir comment il va approcher le combat contre Figueiredo, qui est un peu en encense la même structure. On analyse ça juste après notre Tale of the Tape. Cory Sandhagen est 4e au ranking UFC, 3e au classement Fight Minds et 1er à mon classement Pound for Pound. Il affiche un palmarès de 17 victoires pour 5 défaites avec 10 victoires en 14 combats sous la bannière de l'UFC. 7 victoires par KO et 3 par soumission dans sa carrière, soit 59% avant la limite. Deiveson Figueiredo est 5e au ranking UFC et également 3e au classement Fight Minds, égalité avec Cory. Il a un palmarès de 24 victoires, 4 défaites et 1 égalité. À l'UFC, il affiche un palmarès de 13-4-1. Il a gagné le 3/4 de ses victoires avant la limite avec 9 KO et autant de soumissions. L'Américain, du haut de son 1m80, est 15 cm plus grand que le Brésilien, mais l'écart se réduit au niveau des allonges où l'on a 1m78 contre 1m73. Cory Sandhagen frappe beaucoup, Deiveson Figueiredo frappe fort. Cory a un volume de 5.02 frappes qui touchent à la minute, 2.91 pour Deiveson qui encaisse plus qu'il ne touche avec 3.55 à la minute contre 3.46 pour le futur champion. Cory Sandhagen a perdu contre Petr Yan en 2021, il se refait par arrêt du médecin contre Yadong Song, puis enchaîne Marlon Vera et Rob Font à la décision. Dans sa dernière sortie, l'été dernier, il perd contre Umar Nurmagomedov à la décision. Deiveson Figueiredo finissait sa tétralogie contre Moreno en janvier 2023. Il s'incline par arrêt du médecin et prend la décision de monter d'une division où il enchaîne une belle série de 3 victoires sur Font, Garbrandt à l'UFC 300 et Marlon Vera. Il s'incline dans sa dernière sortie en novembre 2024 contre Petr Yan. Brian, notre communauté a voté. Sur 1500 votes, on a 55% qui voient juste, ou alors qui avaient peur de se faire bannir de la chaîne, donc ils voient Cory Sandhagen s'imposer. Ah ouais, c'est relativement serré. Ouais, relativement serré, 55-45 quoi, pour Cory Sandhagen. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'underdog de la communauté Fight Minds. On commence avec Figueiredo, mais avant ça, les très rapides annonces, je fais au plus vite. La grosse promo est toujours en cours chez Nutrimuscle, profitez-en avant la fin du mois qui approche, on est le 29. Le lien et le code promo sont en description. On n'est pas loin de pouvoir envoyer un très beau pack à Brian, donc continuez à acheter, ça nous aide. Et alors merci aux 300 personnes qui ont déjà pris la peine de répondre à notre questionnaire. On invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à prendre quelques minutes de leur temps. Par exemple, pendant l'écoute de cette analyse en parallèle, il s'agit de plusieurs projets qui nous tiennent à cœur et qui nous permettront de se rencontrer en vrai avec notre communauté. Ok, donc Figueiredo, ancien champion flyweight, qui cutait beaucoup pour être en flyweight, qui a été champion dans cette catégorie et qui clairement incarnait la description du combattant effrayant. Il frappe très dur, il grapple très bien, il est opportuniste. Il travaille assez bien en pression.
Il n'a pas peur de bosser dans la poche. Donne-nous un peu son profil, ses forces et ses faiblesses. Profil, alors moi je le décrirais comme ouais, plutôt striker, avec une garde un type un peu karaté. Je l'ai décrit avec plutôt un faible volume, et je le vois vraiment plutôt comme un puncher. En tout cas, dans la catégorie où il a le plus brillé, même s'il brille vraiment très bien chez les Bantam. Je trouve que c'est vraiment un puncher qui faisait peur, qui pouvait frapper enfin, cogner et mettre KO sur une seule frappe. Et voilà comment je décrirais. Et comme tu l'as dit, bon grappleur. En lutte, c'est correct aussi. C'est pas un lutteur de formation. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a analysé Figueiredo, c'était pour son combat contre Petr Yan, et je me rappelle, j'ai pas refait un copier-coller ici, mais je me rappelle qu'on avait aussi analysé sa volonté de lutter, qui avait augmenté depuis qu'il était passé en bantamweight. Je sais plus c'était quoi la stat, mais je pense que sur ses 3 premiers combats en bantamweight, il a scoré 7 takedowns, et pour trouver 7 tentatives d'amener au sol de Figueiredo chez les flyweight, il fallait remonter les 6 derniers combats, quelque chose comme ça. Donc il est beaucoup plus volontaire à vouloir aller au sol depuis qu'il est chez les bantamweight. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est moins à l'aise debout contre des bantamweight? Est-ce qu'il se rend compte que sa puissance de frappe n'a pas autant d'impact dans la division au-dessus? Est-ce parce qu'il est petit pour la division, forcément? Ou alors c'est simplement qu'il se sent plus à l'aise dans le département du grappling et qu'il veut remettre ça en avant dans son jeu? Ouais. Alors, il y a une particularité dans la description, c'est qu'il a quand même eu un passage, alors de combien de temps 2020. Ouais, 3 ans quasiment. Hein. 3 ans. Ah non, il est à l'Express. Mais où il n'a affronté quasi que les mêmes profils. Donc il a eu 2 combats contre Benavidez. Ouais. Et 4 combats contre Moreno. 4 fois contre Moreno, ouais. Oh purée, c'est dingue. Et puis un petit Alex Perez qui traîne dans le tas, ouais. Alex Perez. Et c'était éphémère. Et c'était éphémère comme ouais, combat. Ouais. Mais ça, c'est quand même une particularité. Hein. Pendant 3 ans, tu te prépares quasi pour le même profil. Donc ta première année, le même profil. Et puis alors, entre Moreno, 2020, 2021, 2022. 3 ans, c'est de la folie, quoi. 3 ans de ta carrière où tu te prépares sur le même profil. Ouais. Ouais, je trouve ça. Voilà, pour moi, c'était une petite particularité qu'il faut noter et qui peut expliquer aussi un petit peu ce changement. Donc, effectivement, moi, je pense un peu comme toi. Je pense que chez les bantamweight, la différence de poids fait qu'ils sont peut-être un petit peu moins confiants dans sa capacité à mettre KO. Et l'autre petit élément, peut-être aussi, est lié au fait que il a affronté un peu les mêmes profils, en tout cas le même profil pendant 3 ans, la même personne pendant 3 ans, et que face à ce profil-là, je pense qu'il préférait ne pas lutter, mais trouver ses ouvertures debout. Et ça pourrait expliquer aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ces stratégies contre Brandon Moreno, à partir du 2e combat, en tout cas, c'était de beaucoup plus jouer sur le pied-point. Parce que je pense que la lutte contre Moreno était assez énergivore. Ils ont offert de très très beaux scrambles dans beaucoup de leurs combats. Mais voilà, qui dit scramble, sans prise de position derrière, dit un gros effort déployé sans pour autant gagner le moment ou les minutes qui suivent. Est-ce qu'il y a des faiblesses apparentes dans son jeu, tu dirais? Je pense que d'une certaine manière, son faible volume peut rapidement être une faiblesse. Hein. Clairement, je pense que une de ses forces, donc le fait d'être craint, le fait de frapper fort et de marquer non pas les yeux des juges mais les oreilles en tout cas peut-être, peut être une faiblesse. Ça veut dire que s'il est touché plus, il peut perdre des rounds comme ça. Ouais, tout à fait. Et par contre, il faut être très bon pour le battre, quoi. Ça, c'est vraiment un truc. On voit même dans cette nouvelle division, les 3 victoires étaient très belles et Petr Yan, c'est Petr Yan, quoi. On est sur un Petr Yan qui s'est réinventé, donc il n'y a aucune honte à perdre contre un profil pareil quand tu es encore en train de t'ajuster à cette nouvelle catégorie de poids. Qui s'est réinventé, et puis pour moi, il a fait vraiment une performance. Il était dans une autre dimension, quoi. Hein. Ah, c'est clair. Et malgré tout, je trouve que Figueiredo avait du répondant, quoi. Ah ouais. Non, je pense qu'on avait un très bon Davidson Figueiredo, mais il y avait quelqu'un qui était dans une autre dimension, là. Ouais, qui veut récupérer son titre. Moi, honnêtement, après ce combat-là, je m'étais dit, ok, oui. je veux bien avoir la revanche contre Merab Dvalishvili. Ah bien sûr. Mais en tout cas, il était parfaitement à tous les moments. Donc c'est pour moi le combat contre Petr Yan. Je pense que c'est
Peter Yan qui a été absolument monstrueux, tu vois. Je Ouais, je pense suis pas qu'il 100% faut d'accord. descendre le niveau d'Evan Figueiredo. Au contraire, il a tenu quand même la dragée haute. Mhm. Mais voilà, Peter Yan était dans une autre dimension pour moi. Ouais, les cotes de Paris étaient à 70-30 et pour un combat où on te donne 30% de chance de victoire, il a bien performé Ouais. face à quelqu'un qui, en plus d'être gros favori, était en flow, quoi, était Ah vraiment ouais, c'est vraiment dans ça. son meilleur Mm, jour, quoi, dans son mm. meilleur jour avec une belle prépa, ça se sentait. Ok, passons à Cory Sandhagen. Disons ça comme ça, chaque combattant est dans plusieurs catégories d'athlètes. On vient de parler de Figueiredo, on peut cocher les cases opportunistes, frappeux, frappe fort, complet, distance karaté avec burst, etc. Cory Sandhagen, on est dans action fighters, movement fighters, cérébral et haut volume, je dirais ça comme ça. Euh, Sandhagen présente un jeu où il bouge beaucoup, il va en conséquence chercher à gérer la distance et gagner les batailles d'angle. Il présente un jeu très offensif, il a donc une grande variété technique et c'est un intellectuel, il va donc beaucoup feinter, lire, ajuster. Il peut lutter quand il sent que c'est important, il a un grappling un peu innovant, comme son striking en fait. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant chez Cory Sandhagen en plus de ça? En plus de ça, je pense que on peut noter quoi. C'est un gars qui aime changer de garde, qui aime shifter, switcher. Il faut noter enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ne le connaisse pas, mais qu'il est quand même relativement longiligne pour la catégorie. Ouais. Donc, il utilise bien son corps, hein. En tout cas cette forme de corps, en utilisant ses jabs, ses genoux. Euh, il est forcément, vu qu'il a beaucoup de volume, peu puissant entre guillemets Ouais. dans ses frappes. Mais par contre, il est capable d'utiliser voilà, ce qui va permettre de combler ce manque de puissance avec des genoux sautés pour trouver des ouvertures, des KO. On a un coup de pied Spinning wheel retourné. kick aussi. Hein? Spinning wheel kick contre Ouais, Marlon Moraes. le spinning Magnifique. wheel kick était, voilà, qui développe énormément de puissance quand on n'en a pas beaucoup. Et effectivement, comme tu l'as noté, je pense que c'est un combattant qui est créatif, très créatif, et qui a un petit peu de la même manière que Figueiredo, on pourrait penser qu'il va sélectionner la lutte s'il sent que ça ne va pas passer. Et moi, je pense que quand il l'a utilisé, c'était surtout face à des combattants avec un gros KO power, avec beaucoup de punch. Bah, il a fait contre Song Yadong Et contre dans Rob son Font. game plan A. Et contre Font, c'est parce qu'il se casse la main au premier round. Ah ouais? Ouais, 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 on avait voté ça comme l'ajustement de l'année, je pense, en Mais il se le casse à 2023. quel moment? Parce que moi, j'ai regardé Premier ça. round. Oui, mais premier round, parce qu'il shoot dans la première minute quand même. Ah, ouais, je sais pas. En tout cas, le narratif post-combat, c'était vraiment je me suis cassé la main dans le premier round et donc je me suis transformé en lutteur pour le combat. Ah ouais. Il faudrait que je revoie, parce que j'ai regardé le combat, j'étais assez étonné que ça descende aussi vite dans les jambes. Maintenant, c'est aussi le genre de gars qui va varier tellement, qui va lutter un peu pour pouvoir potentiellement se créer des ouvertures debout ou en tout cas avoir une information supplémentaire envers Ouais, son ouais. adversaire. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment sur ce combat-là, dans la manière dont il avait une garde vraiment très très haute, il était un petit peu sur le reculoir, il engageait très très peu, que sur les premières frappes, il a shooté. Alors bien évidemment, ça rajoute un petit peu d'incertitude. On a eu un Rob Font qui a plutôt bien travaillé de manière offensive sur son dos, qui a bien scramblé pour pouvoir se relever. Tu vois, il a trouvé des ouvertures, il a menacé des Kimura. Mais clairement, moi j'avais l'impression que c'était, alors je vais pas dire son game plan A, mais je pense que voilà, il peut partir sur la lutte aussi s'il sent que ça tape fort en face. Ouais, et je pense que contre Font, c'était intéressant pour lui de lutter de manière générale. Donc, comme tu le dis, si c'était son game plan A, je peux complètement l'entendre parce Oui, que moi aussi. Font peut matcher le volume de Sandhagen et en Mhm. plus de ça, on sait qu'il a des frappes qui peuvent assommer. Donc, Ouais. Sandhagen était dans une position où ça allait être difficile de gagner au volume et à volume égal, il allait perdre parce que Rob Font, je pense que c'est Ouais, un ouais, ouais. tout petit peu plus percutant quand il frappe. Donc, Sandhagen aurait dû utiliser beaucoup plus de genoux sautés, comme tu l'as dit, tu vois, les spinning wheel kicks, toutes les frappes qui génèrent de la puissance par défaut, Mhm. sans que tu doives ancrer tes pieds pour autant, quoi. Ouais. Un petit défaut chez Cory Sandhagen, pour moi, c'est qu'il est trop à l'aise partout. Et comme tu le dis souvent, hein, il a le défaut de cette qualité. Le fait qu'il soit trop à l'aise partout, il se considère, je pense, comme un très bon striker, comme un bon grappleur de son dos, en lutte, etc. Ça l'amène à accepter peut-être un peu trop facilement différentes situations de combat, incluant celles qui ne sont pas sur papier à son avantage.
Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être une grosse amélioration dans son jeu, c'est la volonté de définir là où la différence de niveau est la plus à son avantage et faire en sorte que le combat reste un maximum dans ce département-là. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est effectivement, il a les défauts de ses qualités. Alors la première, c'est qu'effectivement, il est très complet, même si je le définis quand même un peu plus comme un striker. Je trouve vraiment, enfin, de par son passif, hein, c'est un mec qui fait du kickboxing depuis des années, qui a voyagé, qui a été formé. Je me demande s'il n'est pas parti en Hollande se former aussi quand il était jeune. S'il n'en parle pas dans le Ce serait pas surprenant en tout Joe cas. Rogan où il parle de ça, hein. Je me demande s'il parle pas de ça, hein, Oh, ça remonte, il a fait 2 épisodes, je pense, et ça remonte à il y a tellement longtemps que 4-5 ans, hein, ouais, plus même même. plus que ça. Je sais pas, je pense que je l'ai écouté pendant le Covid, mais c'est vrai que... Le deuxième, c'est pendant le Covid, mais le premier était encore Ah, plus, bah alors plus voilà, tôt. j'ai peut-être écouté que le deuxième. Mais oui, tu as raison, hein, je pense, le défaut de ses qualités, j'ai parlé aussi de créativité, et je trouve que de temps en temps, c'est très bien d'avoir une grande variété de frappes, mais il faut être capable à un moment donné de resynthétiser Mhm. pour pouvoir aller vraiment sur ce qui est efficace. C'est sympa de chercher à rentrer dans du flow, mais on arrive à un niveau où euh, ouais, il faut revenir un petit peu sur du un peu plus ancré dans le sol pour pouvoir faire un peu plus mal au fur et à mesure Mhm. des rounds. Euh, ça que j'aimerais bien voir, moi, en tout cas sur ce combat-là, sa capacité à pouvoir trouver ses ouvertures, créer ses angles, frapper, toucher, etc. Mais au fur et à mesure que le round avance, que la fatigue s'accumule dans les bras de Devezon, j'aimerais le voir un peu plus s'ancrer, tu vois. Ouais, venir frapper fort, donc changer les cadences l'intensité des frappes, pas la Ouais, cadence, ouais, ouais. Et puis, l'intensité. bah, comme j'en ai parlé, hein, il a bossé en. Il est parti s'entraîner en kickboxing hollandais. Et le kickboxing hollandais, ils sont capables quand même de bien s'ancrer dans le sol pour faire Ah mal. oui. Et j'aimerais bien le voir, mais pas directement, tu vois, mais Non, un bien peu sûr que plus non. dans cette dynamique-là, dans les fins de round, ou en tout cas dans les fins de combat, quoi. Ouais, ça fait une bonne transition vers les game plans. Pour Deveison Figueiredo, j'ai envie de commencer par le classique. Quand tu affrontes un combattant qui bouge beaucoup, movement fighter, comme j'avais dit, Mhm. comme un Cyril Gane, Dominique Cruz, pour ne citer que, la base de la base, c'est de travailler sur 2 grands axes, on va dire. C'est diminuer l'espace qui leur est disponible et de Mhm. l'autre côté, chercher à diminuer la qualité de leur déplacement. Donc on va parler évidemment de pression et surtout de cadrage, car le risque d'être absorbé contre quelqu'un qui se déplace bien est élevé. Et on va aussi parler potentiellement de low kick pour un peu fatiguer ou endommager cette jambe avant, ou Mhm. pour les switch fighters, les 2 jambes potentiellement, ce qui va diminuer la qualité des mouvements, la vitesse des mouvements, l'agilité, etc. Donc selon le profil, on va aussi parler dans le troisième axe, hein, quelqu'un qui bouge bien et qui utilise bien ses déplacements, bah, si tu le clinches ou que tu le mets au sol, bah, forcément les déplacements sont inexistants. Donc est-ce que c'est une bonne base pour Figueiredo de travailler sur ces 3 axes, 2 des 3 axes, un des 3 axes, ou alors il faut complètement innover par rapport à ça? Alors, ouais, moi, ça fait partie des questions que je me suis posées, c'est de savoir est-ce que Figueiredo va à nouveau utiliser sa lutte pour pouvoir l'emporter un peu à la décision face à Sandhagen. Et je pense de l'autre côté aussi, tu vois. Je me pose la question de la lutte sur les game plans de chacun. Ouais. Ça, c'est vraiment mon premier gros point d'interrogation. Euh, Effectivement, je pense qu'il doit mettre sous pression, mais qu'il doit surtout travailler le cadrage. Et alors, sur la question des low kicks, ben, Chris Sandhagen, je trouve qu'il les esquive relativement bien, hein. Il fait des retraits de jambes, changement de garde, et il reste relativement proche après les low kicks. Donc il va falloir vraiment qu'il y ait un travail assez patient de la part de Figueiredo. Et alors ce qui est étonnant chez Figueiredo, c'est que j'ai l'impression qu'il aime travailler sur des gardes, sur la même garde que son adversaire. Ok, il aime bien être en garde fermée. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous le voyez, bah, il est droitier, je pense, de nature, mais c'est... alors, je me rappelle plus contre qui, mais je me rappelle d'un combat, enfin voilà, où en fait je me dis, bah, il est gaucher en fait. Et puis en fonction de l'adversaire, quand il change de garde, lui il va changer de garde pour rester en garde ferme. Ça me dit quelque chose. Ouais, alors ça peut avoir un avantage surtout sur les gros frappeurs, quand les mecs qui veulent aller chercher des overhands, parce que en garde fermée, ton overhand va arriver sur ce côté où l'épaule est devant, et donc sur un angle, tu vois, légèrement fermé dans cette zone-là. Donc ça peut avoir cet avantage-là. Et puis c'est vrai que bah, si tu es très très habitué à travailler des combinaisons de garde fermée en droitier, eh bien c'est toujours intéressant de pouvoir les faire dans les 2 gardes, tu vois. Ouais.
Je vais juste rebondir sur les low kicks pour Cory Sandhagen d'un Ouais. point de vue purement statistique. Donc, j'ai juste regardé les combattants qui, de tête, me paraissent être des très bons low kickers. Donc, forcément, il y a Marlon Vera. Sur 5 rounds, il s'est fait toucher 17 fois la jambe sur 24 tentatives. Cory Sandhagen a gagné la guerre des low kicks avec 28 sur 31. On a TJ Dillashaw, c'est celui qui a eu le plus de succès. 41 low kicks sur 46 qui ont fonctionné sur 5 rounds. Donc je crois que si tu veux t'inspirer des low kicks contre Cory Sandhagen, il faut un peu aller regarder ce qu'a produit TJ Dillashaw. Alors le dernier, c'est Marlon Moraes. Alors ça a duré que 6 minutes et 3 secondes le combat. Mais Marlon Moraes, qui est un très bon low kicker, en a placé que 3 sur 6. Cory Sandhagen, 13 sur 15. Donc c'est aussi un indicateur que ils étaient à distance de pouvoir s'envoyer des low kicks et qu'un très bon low kicker comme Moraes n'a pas réussi à trouver ses moments pour les essayer. Et quand il les a essayés, il a eu peu de succès. Ouais. Donc les deux Marlon, on va dire que c'était pas beaucoup de tentatives par rapport à leur moyenne, encore moins de succès par rapport à leur moyenne. Par contre, TJ Dillashaw, qui est aussi un combattant à déplacement, on va dire, un movement fighter, lui, il a trouvé ses ouvertures. Mais donc pour Figueiredo, je crois pas qu'il soit capable de rééditer une stratégie de low kick comme TJ Dillashaw. Si on avait vu du succès chez Moraes ou chez Vera, on aurait pu se dire, tiens, c'est quelque chose qu'il peut incorporer à son jeu. Ici, il doit y penser, mais je suis pas certain qu'il trouvera autant de succès que Dillashaw. Mais pour moi, il doit partir du principe de, tu vois, d'envoyer, travailler les low kicks, peut-être un peu plus même sur les calf kicks, tu vois. Parce que je pense que Dillashaw va plus sur les low kicks sur la cuisse. Mais sur les calf kicks, je pense que c'est intéressant. Et une des défenses, en tout cas de Sandhagen, c'est le retrait de jambe et le changement de garde. Et donc, il peut utiliser ça pour lui aussi shifter, changer de garde et travailler, comme tu l'as dit, sur la pression et le cadrage. Et il a des bons bursts en plus, donc ça peut être initier ton burst comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a la possibilité aussi de vraiment avancer et chercher à menacer un petit peu sur mettre de la tension de frappe puissante, quoi. Et puis se méfier bien évidemment des coups de genoux sautés, mais aussi des tentatives de mise au sol de Sandhagen, parce que je pense que Sandhagen pourrait vouloir à un moment donné shooter, tu vois. Ouais. Comme il l'a fait sur certains combattants, tenter sa chance, voir si ça fonctionne. Sandhagen peut aussi effectivement se dire que je suis face à un ancien flyweight, donc je vais pouvoir peut-être imposer mon gabarit, même si on a quelqu'un de beaucoup plus compact parmi les deux. Mais voilà, c'est une question qui va potentiellement se poser. Justement, du côté de Cory Sandhagen, pour moi, la question principale, c'est tu sais que tu vas plus le toucher. Tu sais que tu vas rentrer dans le combat contre Figueiredo, tu auras un plus haut volume de jeu. Donc, tu dois t'assurer que les coups que tu vas encaisser ne compensent pas l'avantage en volume que tu as. Et donc, Figueiredo aussi, on l'a vu capable de frapper dur du premier round jusqu'au 5e round. Donc, je ne sais pas s'il y a tellement cette notion dans ce combat de commencer calmement et incrémenter en parallèle à la fatigue. Je pense que dès le début, Figueiredo sera dangereux. Et il ne faut pas prendre un excès de confiance dans le 5e round parce qu'il restera dangereux. Je te rejoins quand même sur l'analyse que tu as faite un tout petit peu plus tôt où, quand tu sens qu'il y a une fatigue qui s'installe, tu peux un peu plus t'ancrer pour pouvoir toi aussi frapper fort, mais sans pour autant rester dans une poche contre Figueiredo. Ouais, je pense. Sur la question du volume, je pense qu'il va devoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, imposer un petit peu sa puissance de frappe. Donc, ça risque d'être compliqué avec ses jabs, avec sa puissance de frappe qui viennent des points, parce qu'il est quand même relativement longiligne. Mais par contre, ses genoux peuvent être menaçants. Il devra avoir un adversaire il aura un adversaire plus petit, clairement, sûrement un petit peu plus bas sur ses appuis. En plus. Donc, je pense que si à un moment donné, on a un Figueiredo qui cherche à rentrer, à mettre de la pression, il doit sanctionner avec des genoux au corps, il doit sanctionner avec des coudes. Et ça pourrait être aussi une bonne idée d'avoir bien bossé sur ses coudes pour Sandhagen, qui ne les utilise pas tant que ça. Mais c'est aussi lié au fait qu'il bosse beaucoup en kickboxing. Mais les genoux, les coudes, pourraient être une bonne solution. Et alors, dès qu'il a la possibilité de mettre la pression, dès qu'il a la possibilité de pouvoir avancer, je pense qu'il doit absolument le faire, quoi. Parce que Figueiredo est très bon quand il est sur le pied avant. Je me demande si on n'avait pas analysé ça à l'avant-combat contre Petr Yan, mais on peut voir de temps en temps Figueiredo se laisser complètement mettre sous pression. Soudainement, il pense plus du tout à la gestion de l'espace et tu le vois reculer, se mettre lui-même dos à la cage sans raison apparente. Donc là-dessus, Cory Sandhagen doit en profiter
parce que non seulement c'est un combattant à mouvement, mais il est beaucoup plus grand que Figueiredo. Alors l'avantage d'allonge n'est pas spectaculaire, mais comme on l'a dit, il y a la taille, il y a l'allonge, les deux sont à son avantage, la taille largement, et il y a aussi la posture avec un Sandhagen qui est beaucoup plus léger et haut sur ses appuis, Figueiredo qui est beaucoup plus bas sur ses appuis. Il doit en profiter. Si c'est lui qui a le centre et qui met Figueiredo sur le pied arrière, la gestion de la distance est beaucoup plus facile que si c'est lui qui est dos au mur. Donc, Ouais, c'est ça. dos au mur, dos à la cage. Et puis c'est clairement, enfin pour moi, si tu veux, Cory Sandhagen, question de mettre de la pression, de cadrer entre guillemets dès qu'il a l'opportunité, ça va pas être tant de pouvoir trouver ses ouvertures en mettant de la pression, mais c'est vraiment avoir de l'espace pour pouvoir défendre. Sur, comme tu l'as dit, sur les blitz, sur les tentatives de mise au sol qui pourraient arriver de Figueiredo, je pense qu'il a un gros intérêt donc à circuler s'il se retrouve dans la zone dangereuse, tu vois, derrière la ligne. Mais par contre, dès qu'il réussit à prendre le centre, là, il peut commencer à boxer et avoir de l'espace, soit pour désengager, soit pour pouvoir sprawler, tu vois. Ouais. Maintenant que tu dis ça, je pense que on les a tous les deux catégorisés un peu plus comme striker, mais ça reste des combattants complets. J'ai quand même une petite préférence sur le combat, c'est qu'on voit un peu tout entre deux. Je pense qu'il y aurait de très très beaux scrambles s'il y en a un qui essaie de lutter. Je crois que ça va être très dynamique. Et puis voilà, forcément debout, ça va donner quelque chose d'assez chouette. Ouais. On va passer au prono. Vous allez être surpris. Hein. Je sais pas si tu as regardé les cotes avant. Ouais, donc ceux qui n'ont pas vu, vous allez être très surpris, tenez-vous bien. Donc pour rappel, la communauté, on est sur du 55-45 Cory Sandhagen. Selon notre sponsor Unibet.fr, et là-dessus je les aime du coup, Cory Sandhagen est grand favori. Il est à 1,19 contre 4,25 pour Figueiredo. C'est un 80-20. Sandhagen est plus favori contre Figueiredo que Petr Yan ne l'a été. Alors, vous savez, je kiffe Cory à crever. Je vais être réaliste. What the banana? C'est déconné. Honnêtement, je retourne la lecture du combat comme je veux. Même si je suis biaisé, je ne peux pas tomber sur un 80-20 à l'avantage de Cory Sandhagen. Alors, j'ai vu une photo sur Twitter ce matin avant qu'on enregistre. Figueiredo n'a pas l'air en forme. Ah oui? Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de Factor X cette fois-ci. Mais je viens littéralement de tomber sur une photo. Alors, est-ce que ça vient de là? Est-ce que les bookmakers sont au courant de quelque chose dans le camp de Figueiredo et ça annonce ça? Mais je ne sais pas si toi, tu as une explication à cet écart. Parce que je suis vraiment très, très surpris. Non, bah c'est toujours pareil. Hein. On doit avoir aussi en tête que tu peux voir un 55-45. Donc un combat qui pourrait... Enfin, on peut imaginer un combat serré et se dire, ouais, 55-45, ça représente le combat avec un léger avantage à Cory Sandhagen. Et puis ce léger avantage qu'il va le faire gagner à chaque fois, tu vois. Comme avec Petr Yan, c'était un combat qui était quand même compétitif. Mais on est d'accord que là, si on refait le combat demain, on va être 100% à parier sur Petr Yan. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc, je pense pas que ça va refléter la compétitivité du combat. Je pense que ça reflète bien qui va avoir la main levée à la fin, mais pas la compétitivité du combat. Ouais, et alors, ce qui me surprend, parce que là, je viens de regarder les cotes internationales à l'ouverture et actuelle. À l'ouverture, on était sur un peu plus que 75-25. Donc, malgré qu'on est ouvert à 75-25, qui est déjà une cote peu intéressante, tu vois, tu es sur en décimale, ça fait 1,25 pour Cory Sandhagen. L'argent est rentré sur lui et on est passé de 1,25 à 1,19. Donc, il est ouvert gros favori et les gens n'ont pas trouvé. C'est ça qui me surprend un peu, c'est que les gens n'ont pas trouvé de valeur à avoir un Deiveson Figueiredo qui du coup a ouvert à plus 300. Il est quasi aussi underdog que Jeremy Stevens contre Mason Jones. C'est un truc de fou. Donc les parieurs n'ont pas trouvé de valeur à faire x4 sur Figueiredo dans ce combat. Maintenant il est à x4.25 quoi. Donc moi personnellement je n'arrive pas à le justifier. Il y a un truc qui t'es déçu, hein. Je suis content pour Cory Sandhagen. T'es déçu, tu peux rien mettre dessus. 10 unités. Non, 10 unités sur... non, là, honnêtement, voilà, je vais te dire, mon pronostic, c'est Cory Sandhagen à la décision. Ma préférence, ce serait qu'il finalise genre au 4e round, mais jamais je mets 2 unités à cette cote-là. Ouais, bah écoute, moi, c'est la même chose, plutôt une décision. Donc, tu vois, on est 2 sur 2, 100%. Ouais. De l'autre côté, c'est 55-45 notre communauté. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu as voilà, moi, une vraie ouverture pour... Figueiredo, je crois qu'il y a même quelqu'un qui est qui a dit je mets mes économies sur Figueiredo, donc lui il pense que Cory Sandhagen va se transformer en hall d'entrée quoi, corridor à la fin de la soirée.
Ouais. Non, Ok, mais écoute, bon. moi, je suis plutôt, tu vois, sur la question, on en parlera peut-être, mais je vais rien mettre sur Devezon, moi, pareil. Même x4, j'ai du mal à. Il y a toujours une possibilité, mais je pense sincèrement qu'il va manquer un petit peu de variété, de solutions, quoi. Ouais, c'est le genre de combat où je peux le voir comme un poisson hors de l'eau, jamais être à bonne distance, jamais être sur le Ouais. bon angle, à beaucoup rater, à envoyer des frappes. Déjà, le peu de volume qu'il envoie, il y en a encore moins qui va toucher, donc ça pourrait le frustrer, l'amener à faire des erreurs. C'est le type de combat que je peux voir, mais bon, de là à lui donner que 20% de chance de l'emporter, je trouve ça un Ouais. peu dur, un peu sévère, parce qu'il faut pas oublier qu'il est très solide quand même. Figueiredo, c'est aussi un ancien Mm. champion qui est pas en déclin, qui n'a pas montré Du qu'il était tout, en du tout. déclin. Le narratif des deux carrières, c'est la même chose. Ils étaient tous les deux sur une très belle série de victoires et ils sont tous les deux sur une défaite. Donc il y a pas ce côté-là qui interfère dans les cotes. Les deux défaites sont légitimes, on va dire. Tu perds contre Petr Yan, tu vas pas en rougir. Tu perds contre Nurmagomedov, tu vas pas en rougir. Mm. Ouais, c'est vraiment purement technique et voilà. Après, on va peut-être un tout petit peu approfondir sur la photo que j'ai trouvée ce matin. Peut-être qu'effectivement, il y a une blessure. On n'est pas au courant et peut-être qu'il revient un peu trop tôt par rapport à cette blessure ou un truc comme Ouais, ça. peut-être, hein. Mais Voilà, à voir. dans ce cas-là, en fonction de la photo, moi, je mettrais peut-être une toute petite fraction d'unité sur une victoire premier round de Devezon Figueiredo. Avec Dans le sens où il viendrait en mode le tout pour le tout. le tout pour le tout, et puis avec un Cory Sandhagen qui a déjà montré, qui en avait déjà parlé, hein, je fais à nouveau référence sur le Joe Rogan Experience, que il avait appris de sa défaite où il n'était pas à 100% dès le début, L'intensité. tu vois, il s'est dit vas-y, on va se tester un peu. Ça Ouais, ouais. commence à dater ce combat-là. C'était contre Donc Sterling. Je sais plus quand ça ouais, remonte. c'était Mais contre Sterling, ça c'était commence à dater. Il l'a très bien fait sur ses derniers combats, mais tu vois, il y a 2020. des petites ouais, le naturel peut revenir au galop, tu vois. Ouais, ouais. Mais il en avait parlé sur le Joe Rogan que c'était une grosse leçon. Ouais. C'était vraiment être capable de venir avec la bonne intensité dans le combat. Donc il disait pas de venir avec une intensité agressive dans chaque combat, mais Non, sur base du la bonne profil que intensité, tu ouais. vas affronter, c'est trouver la bonne intensité. Et contre Sterling, il est venu avec son style un peu plus chill et forcément face à un fast starter, c'est pas du tout la bonne option. Donc il s'est fait soumettre en 90 secondes, un truc comme Ouais, ça, c'est je ça. me Et souviens. fast starter, mais en plus, voilà, tu sais, c'est un mec qui fait beaucoup de flow, beaucoup de technique, beaucoup à la touche à l'entraînement. C'est un technicien. Et, Mhm. et c'est un truc que tu dois pas oublier, qu'on oublie parfois un peu souvent quand on combat, c'est que, bah, tu vois, c'est pour ça qu'il y en a qui font des combats de simulation, Ouais, avec des gars qui arrivent et qui veulent vraiment t'allumer pour que tu sois mis directement pas dans le mode dans le bas. panique, mais que tu Ouais, comprennes que tu pourrais passer dans le mode panique dans les premières secondes. ouais, c'est clair, c'est Et clair. donc, on pourrait aussi, dans la stratégie de Figueiredo, avoir ça. Arriver, mettre directement la pression, chercher à lui faire mal, vouloir s'imposer, pas laisser commencer à prendre ni sa distance, ni le timing, ni quoi que ce soit. Et ouais, je mettrais peut-être là-dessus. Ouais, bah encore une fois, hein, quand tu affrontes quelqu'un, tu analyses ses défaites et tu regardes un peu celle à laquelle tu peux te caler. Clairement, tu peux pas te caler. Enfin, quand t'es Figueiredo, tu peux pas t'inspirer de celle de Umar Nurmagomedov. Non, Tu peux regarder la victoire de Cory Sandhagen sur Song Yadong parce que finalement c'est un arrêt du docteur dans un combat qui était très serré et je pense que ce que produit Song Yadong c'est quelque chose qui est un peu dans les cordes de ouais. Figueiredo. Et Mais puis si tu veux TJ, vraiment hein. t'inspirer d'une défaite, ouais, c'est peut-être celle de Sterling où tu te dis ok il faut commencer très 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 Bah, il y a fort et pas celle-là. lui laisser d'espace quoi. Et si ça passe pas, pour moi, il y a la victoire de TJ Dillashaw qui a quand même beaucoup bloqué à la cage, qui a quand même beaucoup. Ouais, On n'en a pas parlé encore de une la fois. lutte à la cage, mais c'est un Ouais Devezon. ouais ouais. Reste quand Mais même quelqu'un de solide et pourrait aussi utiliser cette stratégie-là pour l'empêcher de pouvoir se déplacer, l'empêcher de pouvoir frapper, de grappler, ce qui bouge beaucoup, hein. C'est un très bon gars qui scramble. Et TJ a pris quand même une victoire, il faut le rappeler, après une grosse absence. Pour moi, il était vraiment en gros déclin et il a quand même gagné, quoi. Ouais, c'est un magnifique combat. Vraiment un magnifique combat. Et effectivement, il y a 8 minutes 22 de contrôle. Et comme on avait dit, hein, les trois axes quand tu es face à quelqu'un qui se déplace bien, c'est pression cadrage pour lui laisser le moins d'espace possible, low kick pour diminuer la qualité de ses mouvements et potentiellement le bloquer, que ce soit au clinch à la cage ou l'amener au sol pour Mm. lui annihiler complètement
le côté mouvement. Ok, Brian, on a décidé maintenant de travailler sur le reste de la carte par ordre d'intérêt, donc on change un peu la dynamique. Et pour notre premier, je vais être impoli, je vais moi commencer. Ah bah non, vas-y, je t'en prie. Alors, ça va peut-être être un peu inattendu, le premier sur ma liste, car on est loin des prospects et tout ça. Mais voilà, Mason Jones est de retour à l'UFC, Jeremy Stephens est de retour à l'UFC. Ils les ont mis l'un contre l'autre. On n'est pas sur les plus gros prospects, comme je disais, mais on est sur un sale combat qui aime quand ça se rentre dedans. Toi et moi, on connaît très très bien Mason Jones parce qu'on avait dû l'analyser pour Donovan. Ouais. On aimait bien son style, on aime bien sa façon de combattre. Hein. Si je dis pas de bêtises, tu es aligné avec ça. Ouais, il offre tout à de fait. très solides combats. Alors il lui manque un peu cette volonté de gagner à tout prix. Il est vraiment là pour engager son combat. Jeremy Stephens, il sera game, donc ça va cartonner. Voilà, si tu veux dire un mot sur le combat, tu peux le dire, et puis tu peux me donner ton numéro 1 sur la liste, ou alors si tu avais le même numéro 1 sur la liste, bah, tu passes au numéro 2. Écoute, moi c'est un combat que j'attends aussi. Hein. Je l'avais mis, alors, dans la liste par ordre de préférence, je l'avais mis en troisième. Troisième ok. combat qui m'intéressait le plus, et si je regarde pas en direct, si je me lève, ça sera le troisième que je vais regarder. C'est un combat qui, pour moi, était passé sous les radars. J'avais pas fait attention qu'ils combattaient tous les deux. Ouais, moi j'avais vu l'annonce, j'avais directement partagé sur Twitter, j'étais trop content, c'est inattendu au possible, et Ouais. ça cartonne, quoi. Écoute, j'aime beaucoup le matchmaking, j'aime beaucoup parce que on a quand même comment je pourrais dire ça? Deux combattants très généreux, très violents. Et l'UFC a tout à gagner sur un combat comme ça. Alors, effectivement, si Jeremy Stephens éteint, ce qui me semble, enfin voilà, s'il éteint Mason Jones, bon, c'est cool, ça peut relancer pour l'UFC un profil qui a été. Ah purée, mais en plus, il revient du bare knuckle seulement. Ah ouais, Il a où pas fait- il fait une... Bon, c'est pas Mike Perry non plus, mais il a Non. fait un bon chemin quand même, Jeremy Stephens, là, hors Ouais. UFC, hein. Donc, l'UFC peut récupérer un mec bien violent. C'est sympa, c'est deux mecs violents en fait. Ouais, Donc là, voilà, on est donc sur c'est un très bon matchmaking. De là, le mettre Ah non, mais en numéro fait, 1, non. il fait du très bon taf, quoi. Il a pris Rivera, il a pris, bon, Taylor, je vois pas qui c'est, mais il a pris Eddie Alvarez quand même en bare knuckle, hein. Ouais. Alors, Égalité contre mon- José Aldo c'est- en boxe. Ouais. ouais, c'est mon numéro 3. J'aime beaucoup. Je regardais vraiment pour cet aspect violence. Ouais, c'est C'est clair. fort possible. Alors, on pourrait avoir un Mason Jones qui dit, vas-y, vous allez pas avoir ce piège et il va le lutter, le grappler. T'as rien fait Mhm. depuis des années, je vais t'étrangler. Ça me dérangerait pas non plus, dans le sens où, tu en Non. as parlé, Mason Jones, il est rarement là pour gagner. Enfin, avec une stratégie pour gagner, tu vois, Ouais. et qu'il court-circuite un peu les plans de l'UFC pour prendre une belle victoire. Pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Moi, en numéro 1, j'ai mis The Reader Bonical dans les C'est combats mon numéro 2. ouais, dans les combats qui m'intéressent le plus. Alors, je vous avoue que sur la carte, j'ai peur d'être déçu un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes sur les combats et je sais que ça peut vite être un piège. Ouais, ici, si D'avoir ça reste trop debout, d'attentes. par exemple. Hein? Ici, si ça reste debout, par exemple. Ouais, voilà. Pour moi, tu vois, le combat qu'on vient de parler, Mason Jones, Stevens, pour moi, je vais avoir beaucoup d'attentes de violence et tout. J'ai peur que ça fasse un flop, comme je l'ai dit, avec un étranglement rapide ou un truc comme ça. De Reader Bonical, j'ai très très hâte. J'ai peur du flop, mais ça fait partie des combats que j'attends le plus, quoi, clairement. Ouais, opposition de grappleur. Si ça reste debout, il y a peut-être un vieil overhand pour Bonical qui fait un beau highlight. Ouais. Mais bon, si c'est du kickboxing entre deux grappleurs, je suis un peu moins excité, quoi. Alors les cotes, elles sont un peu hallucinantes, non? Enfin, sur les cotes, je suis assez étonné aussi. J'arrive pas à accéder à Unibet, tu les as? C'est les cotes Nical qui est Très favori, très hein? favori, non? Ouais, j'arrive Ah, pas, je sais pas pourquoi mon Unibet. De Reader, de tête, il est à 3,25, un truc comme ça, Ouais, non? c'est un truc comme ça. Ah, Enfin, là, ma connexion ne me permet pas d'aller sur Unibet non plus. non, c'est Unibet qui Ah, n'arrive ok. pas à s'ouvrir. Ah! Ouais, ça charge, mais lentement. On Ouais. parlera des cotes après, mais voilà, effectivement, Bonical est grand favori, ça, je me souviens. Donc je suis un petit peu étonné quand même parce que ouais, De Reader a quand même beaucoup d'expérience. Il est capable, difficilement, ouais, je ne le vois pas mettre Bonical au sol, mais je le vois être capable de mettre Bonical dans une situation compliquée au sol. Ouais. Tu vois. Et il faut pas grand-chose à De Reader pour pouvoir s'accrocher au moindre membre pour pouvoir
trouver une solution, prendre le dos, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis assez étonné sur les cotes. Bonical, moi, Il est à 3,45. Ouais, ça vient de charger. Donc, on est sur un 75-25. enfin, je sais pas, hein, moi, j'espère être étonné, mais Bonical, ça reste un lutteur de formation qui a fait sa transition en MMA il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il n'a pas encore le niveau de grappling qu'on. Enfin, voilà, il faut rester honnête. Debout, il y a encore 5-6 ans, c'était compliqué. Donc, et puis sa dernière sortie contre un. Ouais, c'était pas très fameux, tu vois. Non, il y a quelqu'un qui avait dit ça, c'est assez marrant, parce que Bonical est vraiment rentré en MMA avec une grosse hype. Et Ouais. là, honnêtement, ce combat-là, on n'en parle pas tant, alors que c'est un bon matchmaking. C'est vraiment un matchmaking qui devrait intéresser. Ouais, je suis assez surpris, mais j'aime bien le combat aussi. Je l'avais mis en numéro 2 sur la liste. Et j'ai vraiment cette crainte que ça se transforme en combat de kickboxer entre grappleurs, et leur striking n'est pas un assez haut niveau pour que je puisse apprécier ça. On a déjà eu des très bons lutteurs, Covington contre Ousmane, qui restent debout dans leur premier combat. Ça a donné quelque chose de très chouette. Mais là, on va pas comparer le striking de Covington et Ousmane à celui de Reader et de Bonical. Donc, j'ai cité mon 1. Ouais. Ton numéro 1, c'est mon numéro 2. Donc, moi, je passe au numéro 3 de ma liste. Montel Jackson, qui est vraiment très bon récemment, sur une série de 5 victoires. Il est contre Daniel Marcos, qui est invaincu en 17 sorties, dont 4 à l'UFC. Et lui aussi, il offre des combats très sympas avec un haut volume de jeu. Montel Jackson, on a l'impression qu'il avait vraiment besoin de prendre quelques petites défaites pour devenir très mature dans son jeu. On est dans le bas du top 15 des bantamweight, qui est une de mes divisions favorites. Donc voilà, c'est un combat que j'attends avec une assez grande impatience, parce que je pense que ça va être sympa. Je pense que le vainqueur, c'est quelqu'un qui va continuer une petite ascension derrière. Et ça devrait être agréable à regarder techniquement. Écoute, ça c'est mon numéro 4. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi c'est mon numéro 4. Surtout, moi celui qui m'intéresse, c'est Daniel Marcos. Ouais. Mais enfin voilà, Montel Jackson très très bien aussi, mais j'aime bien la manière de combattre de Daniel Marcos. Je trouve assez agressif et technique, et puis en même temps avec vraiment un instinct de finish et de tueur. J'aime beaucoup, tu vois. J'aime vraiment beaucoup le KO qu'il place avec un coup. Non, alors c'était quoi? Avec un coup au corps, genou, et puis le gars tombe et il continue à frapper dans le dos. Tu sens qu'il y a le mec qui veut il veut t'allumer, quoi. Et donc il y a cette violence en lui. C'était ouais, contre Simon tout est Oliveira. fermé, le gars est couvert, Ouais. tout est fermé, il va mettre une grosse patate dans le dos et tout, et tu fais, oh là là, le mec il veut vraiment t'arracher. Lui, il perd ses moyens, tiens. Ouais. Ça c'est mon numéro 4, effectivement. Je pense que ça va être un très très bon combat. Alors t'as donné le numéro 4, moi je donne mon numéro 2 alors. Ouais, on n'a pas encore cité ton 2? Non. Ok. Moi j'ai fait 1, 2 Reader, 3 Stevens et 4 Marcos. Mon numéro 2, moi c'est le main event, hein. Ah, pardon, moi j'avais pas mis le main event dedans. Ah, t'as pas mis le main event? Ouais, c'est sur le reste en fait, ce dont on n'a pas parlé. Ok. Bah sinon, enfin voilà, pour simplifier. Toi, ça aurait été le numéro 1, ça aurait main été le event. numéro 1. Voilà, ça aurait été le numéro 1. Ah, bah écoute, moi c'est clairement, enfin voilà, j'ai comptabilisé aussi le main event, je l'ai mis numéro 2, je l'ai mis après The Reader Bonical. Ok. Pour quelle raison? Parce que je suis plus intrigué par The Reader Bonical. Voilà. Ok, ouais, je comprends. Pas du tout sur l'aspect technique, pas du tout sur l'aspect stratégique ou même sur la question de niveau. C'est sur l'issue du combat. Voilà, c'est surtout, voilà, Sandhagen, Figueiredo, on les a vus beaucoup combattre, et c'est un combat qui m'intéresse clairement. Mais voilà, je vais me lever si je dors toute la nuit et que je me lève, et le premier combat que je vais regarder, ça sera The Reader Bonical. Voilà. Ok. Ça va vraiment être l'ordre de préférence que je vais regarder. C'est à moi de dire. Moi, il m'en reste que un vraiment, et puis j'ai mis 2 vite fait. Donc mon numéro 4, qui est du coup numéro 5 si je mets le main event en première place, c'est Bekoev contre Loder. Donc on a un ancien champion assez dominant du LFA en Bekoev, qui est déjà 1-0 à l'UFC contre le gagnant du... Et il est contre le gagnant du TUF en Loder. Le vainqueur pourrait s'avérer être un gars à suivre dans ce combat. C'est vraiment un combat où je me dis, c'est pas 2 prospects installés du tout, mais le vainqueur, on pourrait commencer à se dire, tiens, c'est peut-être un prospect. Ouais. Bah écoute, moi je me suis arrêté à 4, mais c'est vrai que j'aurais mis un 5e, ça aurait été le combat que j'aurais pris. Ouais.
Du coup, on a déjà tout cité chez toi. Ouais, bah oui, oui. Ouais, Je me ok. suis arrêté à 4. Hein. Après, il y a Ok. Ouais, moi, je vraiment dans note les vraiment comptes. tout ce qui m'intéresse et puis le reste, c'est hors liste. Et donc, mon 5 et mon 6, c'est du vite fait, quoi. C'est Ponzinibbio contre D-Rod. Ça pourrait être un combat assez fun debout. Ouais. Je l'attends pas avec impatience, c'est juste que ça pourrait s'avérer fun. Et Mm. pareil, vite fait, Gillian Robertson, qui est sur 3 victoires consécutives, très solide grappleuse, dans une Ouais. opposition de style totale contre Marina Rodriguez. Une des deux pourrait salement dominer l'autre dans son propre jeu, ce qui, par défaut, peut être assez sympa à regarder, quoi. Mhm. Ouais, voilà. Et puis bah après, si t'as. Alors moi, ça m'intéresse pas hein, plus que ça, tu vois, mais il y en a peut-être que ça intéresse, mais t'as le retour de Miesha Tate, hein, qui reste quand même une combattante très connue pour ceux qui suivent l'UFC depuis longtemps. Elle a pas combattu depuis 1 an, si je dis pas de bêtises. Ouais, attends, elle a combattu 2 fois sur 5 ans, là, ou un 1 an truc et comme demi. ça, hein. Ouais, ouais. Donc C'est- elle refait un retour après 1 an et demi d'absence. Donc voilà, peut-être que Et avant certains. ça, elle a fait un retour après aussi 1 an et demi d'absence, ou... Attends. Avant ça, 2022, ouais, c'est ça. Non, 1 an. Elle a perdu contre Lauren Murphy en 2022 et... Ah non, 1 an et Ouais, c'est demi. ça. Non, non. Donc 2016, elle avait complètement arrêté. Puis elle a fait un retour en 2021, donc 5 ans d'absence. Ouais, ouais, Et puis là, elle était ouais. un tout petit peu plus active, mais bon, c'est vraiment des. Voilà. Ouais. Donc c'est peut-être que certains, ça intéresseront certains pour la curiosité, mais en tout cas, elle est de retour sur la carte. Mhm. Et, mais bon, moi, c'est pas les combats qui m'intéressent. Non, du tout. Moi non plus. Ok, bon, on a fait le tour. Brian, un tout grand merci, comme d'habitude. Très chouette échange. Les amis, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.